Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bonjour à tous, je suis Frédéric Neubauer du pôle Fibre Énergie Vie, chef de projet en R&D bas carbone et AMO en économie circulaire. Je serai très bref, vous connaissez le thème, parce que le temps imparti est court, donc je vais laisser immédiatement les 2 intervenants donner leurs exposés pour tenter d'avoir 5 minutes de questions. Je sais qu'il y a une frustration aussi bien pour les présentateurs que pour la salle. Je me mets à la place de chacun. On va tenter de faire au mieux. Nous commençons donc par Xavier Lemoine, qui est le maire de Montfermeil et qui va nous donner son retour d'expérience. Merci, c'est à vous. Bien. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur le PREP. Donc, rapidement, ma présentation, je suis maire d'une commune de 28 000 habitants et qui a fait l'objet d'un projet de renouvellement urbain de plus de 2000 démolitions, 2000 reconstructions avec la ville de Clichy-sous-Bois. Donc, nous sommes sortis du traitement de l'habitat collectif. J'ai la chance de présider un territoire de 400 000 habitants avec la compétence habitat, essentiellement caractérisé par le pavillonnaire. Et puis, enfin, une vice-présidence à la métropole du Grand Paris sur l'économie circulaire. Vraiment, le grand basculement depuis la création de l'ANRU, c'est finalement le report sur le pavillonnaire d'une forme de misère sociale avec la dépréciation d'un patrimoine qui, pour la moitié, a été construit avant le choc énergétique. C'est très difficile pour l'État d'intervenir, c'est dans le diffus, ce n'est pas périmétré comme dans les quartiers. Et nous avons le propriétaire du pavillon qui est laissé seul dans une difficulté financière, technique, et qui n'ose pas passer à l'acte. Et nous avons vu, nous, sur nos territoires, la paupérisation s'accélérer du pavillonnaire avec tous les produits qui en découlent, les conséquences qui en découlent, augmentation de la délinquance, chute du niveau scolaire, et puis dépréciation des conditions d'habitat, conséquences sur la santé. Nous sommes intéressés à ce qui avait été fait. Les raisons surtout pour lesquelles nous n'avons pas réussi à endiguer, nous, c'est les politiques publiques à endiguer cet état de fait pour essayer de décortiquer le coefficient qui manquait. Et nous sommes arrivés à la conclusion que si nous restaurions pas la confiance, et c'est ce mot que je vais essayer de développer, eh bien, toutes les politiques d'amélioration de l'habitat qui peuvent être proposées par ailleurs restaient vaines. Et quand on regarde les objectifs que les lois successives se sont proposées d'atteindre et le résultat effectif, nous sommes très, très loin du compte et ce pavillonnaire continue à se dégrader. Je renvoie à l'étude Trémy il y a 2 ou 3 ans sur les 43 milliards d'euros qui ont été investis. Les résultats sont extrêmement faibles sur le plan technique. À partir de là, comment retrouver une action publique vertueuse? Nous avons séquencé notre intervention. Quand je dis nous, c'est la ville de Montfermeil et la ville de Sceaux en premier. Quand je dis nous, le territoire Grand Paris Grand Est et un certain nombre d'autres territoires. Et c'est également la métropole du Grand Paris, la région Grand Est et quelques autres départements en France. Première chose, le maire reste encore un interlocuteur crédible. Il peut être prescripteur. Mais une fois qu'on prescrit, nous ne sommes pas pour autant techniciens. Alors, je vais voir si... Non. Pour pardonnez-moi sur le point, j'ai un souci. Donc, prescripteur. Nous avons la connaissance précise de nos populations, de nos territoires, où les problèmes se passent. Ensuite, comment arriver à une performance technique avec un minimum de coûts? Là, c'est l'instance, la ville, l'interco, souvent, qui a la compétence développement économique et qui est capable de former des équipes d'artisans pour que, au meilleur coût, nous ayons les meilleurs résultats techniques pour que derrière la chute de la facture énergétique soit véritablement au rendez-vous.
troisième tiers de confiance nécessaire, c'est celui du financement. Pour la région métropole, ça passe à travers le réseau des ALEC, des agences locales d'économie d'énergie, avec un certain nombre de produits bancaires, soit de la Banque Postale, soit de la Banque La Nef, même s'il reste à parfaire le dispositif, surtout dans l'époque actuelle, avec le surenchérissement des taux et puis une frilosité des banques bien plus importante sur ce sujet-là. Alors, je suis vraiment confus de ne pas pouvoir... Nous avons par ailleurs arrêté tout le process depuis la communication, les réunions publiques avec les populations, les demandes d'information, la volonté de passage à l'acte. Ça, c'est le maire. La formation des équipes d'artisans, avec un sous-produit, c'est la qualification RGE qui conditionne l'acceptation du financement de l'État. Sujet qui se voit avec la Chambre des métiers, avec la CAPEB. Chaque région a sa problématique propre. La région Île-de-France, c'est en cours de résolution avec l'aide de la métropole et de la Chambre régionale des métiers. Nous avons ensuite donc cette formation d'artisans et nous avons le réseau des ALEC qui vient apporter le concours sur le montage financier et sur toutes les plateformes sur lesquelles il faut aller et pour lesquelles nous nous retrouvons face à la fracture numérique qui est un vrai sujet et qu'il faut savoir appréhender. Beaucoup d'abandon se fait au regard de la complexité du dossier qui est à faire et c'est la raison pour laquelle nous avons dans nos territoires maintenant des agents qui font l'interface entre les plateformes et les habitants qu'il faut sans cesse accompagner. J'ai parlé de la question de RGE, c'est un vrai sujet, je ne l'approfondis pas, mais dans il y a une mobilisation, je veux dire, à avoir collective pour faire monter le nombre d'artisans susceptibles de pouvoir intervenir sur des chantiers subventionnés. Donc, l'écosystème, il est à 3 étages. Les villes, prescripteurs, les intercos au développement économique, et ensuite, soit les départements, soit les métropoles, soit les régions, pour l'aspect et le réseau financier. Il reste sur la question du financement à améliorer la question du fonds de garantie, qui pour un certain nombre de banques est encore l'obstacle que nous n'avons pas réussi à surmonter. Un certain nombre de banques vertes se sont portées candidats sur le financement des particuliers. Il reste avec l'État à regarder sur le fonds de garantie comment lever cette difficulté. Hélas, les grands réseaux de distribution de prêts, notamment ceux qui ont le droit de manier le PTZ, montrent, on va dire, une certaine frilosité ou une frilosité à utiliser cet outil qui est intéressant du point de vue des particuliers, mais qui en termes de charge de travail et de rentabilité, n'est pas au rendez-vous des attentes des banques. Donc là aussi, l'État est tout à fait sensibilisé à cette question-là. L'expérience montre que nous avons un taux de réussite et de transformation extrêmement bon lorsque des gens disposent de fonds propres suffisants pour à la limite se passer même d'un emprunt. Dès que nous tombons sur des personnes qui ont besoin d'un emprunt, eh bien l'accompagnement, la durée du dossier et les difficultés à surmonter pour la question du financement restent encore rédhibitoires. C'est une des fragilités et par les temps qui courent, elle est en train de s'accroître. Sur la communication et l'urgence sociale de la paupérisation du pavillonnaire, quelle que soit la région de France. Et au regard de tous mes collègues, je peux fréquenter dans différentes associations d'élus, il y a une prise de conscience, une urgence avec, selon les régions, selon les météos, selon les types d'habitat, donc selon la réalité, je dirais, extrêmement fine de nos territoires, des modes opératoires qui peuvent prendre des allures différentes, des écosystèmes qui sont entre des départements extrêmement urbains ou extrêmement ruraux qui peuvent varier, mais de toute manière, on voit bien que c'est sur le pavillonnaire que se concentre actuellement
les grandes difficultés sociales à venir. Et qu'après avoir traité l'habitat vertical dans le cadre de la politique de la ville, les futurs grands territoires de la politique de la ville, ce sont nos zones pavillonnaires. Donc véritablement, sur les aspects que j'ai voulu rapidement vous montrer, 53 villes déjà de la métropole du Grand Paris sont engagées sur le PREP. Le président Patrick Ollier de la métropole, je prends cet exemple-là parce que je le possède bien, va remonter au créneau en direction du gouvernement pour lever les quelques freins RGE, financement, qui sont aujourd'hui les difficultés qui ne permettent pas le plein développement de ceci, d'autant qu'avec ce qui nous arrive sur le prix de l'énergie, il y a une urgence encore plus forte avant que nous soyons dans des difficultés sociales telles. À ce moment-là, je ne sais pas en termes d'ordre public et de mouvements sociaux ce que nous pourrions avoir à affronter. En tout cas, c'est une très grande préoccupation que nous avons. Mes collègues maires que nous croisons actuellement au Salon des maires sont tous unanimes pour tirer la sonnette d'alarme. Et donc, c'est ce dispositif que nous poussons, qui a fait ses preuves, qui a été rodé et qui doit être maintenant mieux déployé par les pouvoirs publics et que je tenais à vous faire partager. Voilà très, très rapidement ce que je peux dire sur le parcours rénovation énergétique performant du pavillonnaire. Et je tiens au performant. Je vois trop de gens qui se sont ruinés, des résultats techniques absolument pas à la hauteur et qui ont découragé, je dirais, beaucoup de personnes à procéder de la sorte. Donc le performant est tout à fait à maintenir. Voilà très rapidement ce que je pouvais vous indiquer. Xavier Lemoine, vous avez encore 5 minutes et ensuite la séance de questions. Donc si vous voulez insister sur un point précis. Écoutez, les deux points précis. L'énergie, la décarbonation. La situation d'une région à l'autre, c'est le RGE. On a nos équipes d'artisans qui, pour la plupart, ne sont pas RGE, qui ont une compétence technique avérée. Former des équipes et partir en travaux derrière, c'est l'assurance de ne pas être porté par les subventions de l'État. Et donc, il y a tout ce travail avec la Chambre de métier, la CAPEB, avec le système des chantiers probatoires pour ne pas avoir trop à retarder dans le cadre de l'acquisition de cette labellisation qui est à l'étude. C'est une discussion certes locale, au niveau national c'est sans doute différent, ou alors il faut la laisser au niveau local. Je pense que les écosystèmes étant un peu différents, des grandes mesures nationales ne seraient pas appropriées, mais ça c'est l'écueil que l'on n'avait pas vu venir. Nous avons les artisans, nous avons les compétences, mais on n'a pas la bonne labellisation. Voilà, et donc vrai sujet. Deuxième sujet, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment le secteur bancaire s'empare du sujet et le facilite. Voilà. Ils ont leurs produits sur, je dirais, des financements qui sont bien, je dirais, identifiés par eux-mêmes, mais la rénovation performante du pavillonnaire reste encore pour eux un objet pas suffisamment identifié et dont ils n'ont pas vu non seulement l'intérêt, mais la nécessité. On ne peut pas continuer à augmenter les normes les normes d'isolation thermique, phonique et autres de la construction neuve et laisser un parc immobilier et qui représente un pourcentage extrêmement important du parc du stock en décrochage total sur ces questions-là. C'était vrai il y a déjà 5 ans, 10 ans, mais ça l'est 10 fois plus au jour d'aujourd'hui avec ce que nous connaissons. Et donc moi j'y vois une urgence sociale, une urgence politique, je dirais même presque une urgence d'ordre public, et cette requalification, eh bien, c'est refaire du lien social, sauf à avoir une fracture. Nous, on l'a connue dans les quartiers difficiles. Elle a été sanglante en 2005. Je rappelle que Montfermeil, c'est à côté de Clichy-sous-Bois et c'est bien là que les émeutes de 2005 ont été prises. Et je ne voudrais pas que l'on arrive à d'autres ruptures extrêmement violentes par ce décrochage qui continuerait du parc pavillonnaire où on observe une suroccupation, une exploitation de la misère par la misère, etc., avec tous les produits dérivés, le permis de louer qui a été instauré par l'État
a été un des outils pour essayer d'éviter les plus forts abus, mais ce n'est pas à l'échelle, c'est bien une requalification de ce parc. Voilà, donc c'est sur les deux aspects, je dirais l'urgence, le RGE et puis le financement, trois aspects que je voudrais réattirer l'attention de l'assistance. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention nécessaire. La place aux auditeurs, nous avons 5 minutes, donc des questions claires, brèves, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Sabine Myrtin-Roth, EDF. J'aurais voulu savoir combien vous aviez fait de rénovation aujourd'hui sur cette démarche PREP au niveau du Grand Paris. Alors, sur le Grand Paris, je n'ai pas les chiffres, je devrais les avoir. Je sais que sur le territoire Grand Paris Grand Est, c'est 400 000 habitants, je dirais, donc en Seine-Saint-Denis. Nous sommes à 60 chantiers en cours réalisés, plus de 200 en attente, soit des bonnes qualifications et labellisation de nos artisans, soit en attente du financement. La volonté y est, le bilan technique est fait, les équipes sont prêtes et on bute, je dirais, sur ces démarches extrêmement longues et qui, de surcroît, ces derniers mois, depuis le retour de l'été, se sont complexifiés avec les banques au regard de la remontée des taux et puis d'une approche du crédit beaucoup plus restrictive qu'elle n'a pu être. Mais à chaque fois qu'on fait des webinaires ou des réunions publiques, je dirais, c'est rempli. Il y a une prise de conscience, je dirais, de nos habitants. Les artisans qui au début regardaient ça, et y compris, je dirais, leurs instances professionnelles, avec un peu de curiosité, ont vu finalement l'intérêt. Alors, en charge de travail, certes, mais en région parisienne, les artisans ont un carnet de commandes tout à fait appréciable, mais je vois bien l'utilité de pouvoir optimiser l'intervention technique et l'intervention financière sur les pavillons. Il y a quand même une prise de conscience que les campagnes commerciales agressives, qui pour changer la fenêtre, qui pour isoler par l'extérieur, qui pour changer la chaudière, qui pour faire ceci ou cela, je dirais, n'apportent rien, ne résolvent rien et discréditent l'ensemble de la profession. Et donc là, c'est pour la profession aussi une prise de conscience de redorer, je dirais, ces lettres de noblesse après beaucoup d'abus commerciaux, en tout cas pour la région de France. Régulièrement, moi, comme maire, je suis obligé de mettre en garde ma population sur tous les démarchages abusifs sur ces questions-là. Quelques éléments de réponse. Merci. Question suivante. Oui, excusez-moi, je voulais juste vous demander si c'était bien des rénovations globales ou si, en fait, dans les résultats, vous comptiez également les rénovations monolots ou de l'eau. Non, alors, on peut avoir eu des interventions partielles. Typiquement, c'est chaudière-fenêtre. Souvent, on se retrouve avec chaudière-fenêtre, mais l'étanchéité RR n'a pas été travaillée, l'isolation des combles n'a pas été travaillée. Voilà. Et donc, on peut venir compléter parce que si la chaudière a 3 ans et c'est qu'elle est de bonne, je dirais, de bonne performance, on va pas pousser le vis jusqu'à reprendre le dernier cri. Donc, c'est pour ça qu'on peut être sur des lots relativement partiels, dès lors que ce que nous trouvons et qui a été fait partiellement et insuffisamment pour obtenir les bons résultats peut être complété. Donc ça, autrement, c'est vraiment, je reste sur la performance, puisque à ce moment-là, on a une véritable diminution de l'énergie consommée et donc de la facture. Alors ça, c'était avant les péripéties, Ukraine ou pas Ukraine d'ailleurs, énergétique, parce que je suis pas sûr que l'Ukraine soit responsable de tout dans cette affaire, mais c'est un autre sujet. Voilà. Et là, ça vient percuter un peu tout ça, mais le rendre d'autant plus urgent. Et donc, nous restons sur le performant. Je vous avoue également que face à l'urgence, et quand je vois les arbitrages que certaines familles sont obligées de faire entre, je dirais, une vie sociale, une vie alimentaire, etc., et la question du chauffage, je suis en train de regarder, et je l'ai évoqué au niveau de la métropole la semaine dernière, à ce qu'on ait un PREP, un kit survie. C'est-à-dire, à défaut de pouvoir aujourd'hui mobiliser des fonds, envoyer des familles sur un emprunt, même pas solvabilisé par les économies, mais
pas dans l'époque qui est la nôtre, avec toutes les incertitudes économiques, j'ai bien conscience que là, tout d'un coup, on va être sur une difficulté. Et donc, le PrEP survie, ou le kit survie, c'est comment donner à la famille de quoi assumer 1 ou 2 pièces à vivre correctes, ne pas abîmer le reste du patrimoine. Il y a des précautions à prendre. Le temps de passer ce qui doit être passé dans les turbulences sociales et économiques qui sont les nôtres, parce que ceux qui ont les fonds propres, ils y vont, ils continuent à y aller, ils savent ce qu'ils font, il n'y a pas de sujet. Et notre problème, c'est aussi toutes ces personnes qui sont limites sur le plan économique et qu'il faut aider. Donc, jusqu'à maintenant, si on ne peut pas franchir l'obstacle de la totalité du pavillon sur du performant, eh bien, il y a une espèce de kit survie. C'est à contre-cœur que je fais cette proposition-là et que je regarde cela. Mais quand je vois la situation dans laquelle un certain nombre de familles sont, je pense qu'il y a urgence de réfléchir de cette manière. Merci. Ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous devons passer à l'interlocuteur suivant, Jean-Luc Buchou, délégué général au cercle Promodule INEF 4. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Si je peux afficher voilà, bon. Ça fonctionne. Si je peux afficher la présentation, enfin si on peut l'afficher. Très bien. Donc en fait, on nous a demandé d'intervenir sur cette partie de la rénovation à l'échelle quartier par rapport à un travail de réflexion qu'on a mené, une méthodologie qu'on a essayé de mettre au point pour répondre à une problématique qui se trouve dans le thème et qui fait suite à ce que Monsieur le maire vient d'évoquer, c'est-à-dire comment peut-on réussir à massifier la rénovation énergétique tout en restant performant. Et c'est comment concilier ces 2 éléments. Et l'idée de cette réflexion a mené à se dire que ça ne pourrait être nécessaire que dans la logique d'un changement d'échelle. Rénover des bâtiments de manière diffuse, ça et là, ne permettra pas d'atteindre les objectifs des 500 000 rénovations, 700 000 rénovations. Vu qu'on ne les atteint jamais, on accumule du retard. Il va bientôt falloir parler d'1 million de rénovations par an. Il y a donc une vraie réflexion à mener. Du coup, à travers cette réflexion et à travers cette petite intervention, il y a 6 points qu'on va voir. Le contexte, pourquoi ? Les objectifs, qu'est-ce qu'on a essayé de résoudre ou qu'est-ce qu'on a essayé de proposer, qu'est-ce qu'on a mis en place, avec quels résultats ou retombées, est-ce que c'est réplicable, et finalement, bilan de cette analyse ou de cette expérimentation ou expérience qu'on a pu mener. Si je reviens tout d'abord sur le contexte, je vous affiche ici des chiffres qui sont des chiffres officiels du 9 septembre 2022, du ministère du développement durable ou de la transition écologique et du développement durable, tableau statistique des analyses. Lorsqu'on regarde les 2 tableaux, on constate quelque chose d'assez significatif ou d'assez étrange. Vous avez à gauche la consommation d'énergie finale des logements depuis 2012 jusqu'à 2020. Vous constatez que globalement, il y a une stagnation la consommation. Vous avez à droite, en milliers d'euros, les dépenses d'aide publique qui ont été investies pour la rénovation énergétique. Lorsqu'on croise ces 2 tableaux, alors bien sûr on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais lorsqu'on croise ces 2 tableaux, c'était l'objectif, on constate quoi ? Contrairement à ce que certaines personnes revendiquent ou disent, les pouvoirs publics ont fait des choses, les pouvoirs publics ont dépensé de l'argent public, elles ont donné de l'argent public pour faire de la rénovation énergétique. Et quand on regarde le tableau de gauche, on s'aperçoit que la consommation d'énergie finale, finalement, pas baissé. Très peu dans certains domaines. Si on va un tout petit peu plus loin dans l'analyse, et que toujours, sur la base de ces statistiques, on regarde les chiffres officiels, notamment au niveau du diagnostic de performance énergétique. Alors certes, il peut être critiqué, mais en tout cas, il donne une idée un peu globale de l'état du parc. On constate quoi ? On constate que finalement, les fameuses classes A et B, qui sont les classes à atteindre par rapport aux objectifs nationaux et européens de 2050 pour BBC, donc bâtiment basse consommation, et stratégie nationale bas carbone SNBC, on constate quoi ? Que tous les bâtiments, normalement, devraient être en classe A ou en classe B. À l'instant T,
au moment où je vous parle, 5% du parc est en classe A ou en classe B, et 95% du parc, par conséquent, ne se trouve pas dans ce niveau de performance. Ça veut dire que le bâtiment reste un consommateur d'énergie et un producteur de gaz à effet de serre ou d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était pour le contexte ou l'origine. Il y a beaucoup de chiffres qui peuvent encore circuler. Je ne les ai pas mis là, mais par exemple, toujours sur les statistiques, on constate que sur le nombre de rénovations aidées, la moyenne du gain énergétique est de 3400 kWh par bâtiment, suite à des travaux. Alors on peut se dire 3400 kWh, c'est bien, oui, c'est vrai. Sauf que si on regarde les classes énergétiques, par exemple, on a vu qu'il y avait beaucoup dans la classe D. La classe D, c'est entre 200 et 250 kWh par mètre carré par an. Vous prenez un pavillon de 100 mètres carrés, ça veut dire que sa consommation est de 20 000 kWh à 25 000 kWh. Gain, 3 400 kWh en moyenne. Voilà. C'est-à-dire qu'on a gagné quasiment pas grand-chose. Donc il y a une vraie problématique. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. On ne peut pas faire le procès de ça. C'est sans doute une approche méthodologique qui doit évoluer et qui doit essayer de répondre à ça. C'est-à-dire un rythme qui n'est pas suffisant pour les rénovations. Il n'y a pas d'effet de masse. Il y a des rénovations, quand on les dit de rénovations collectives, ça s'étale dans le temps, ça crée des nuisances. On a des performances énergétiques qui ne sont pas garanties à la sortie. On ne sait pas si les travaux ont permis d'atteindre des objectifs ou pas. Et puis, mine de rien, on en a parlé précédemment avec l'intervention de M. Lemoine, le coût d'une rénovation, y compris d'une rénovation globale, n'est pas simple pour un investissement, pour un ménage ou pour un foyer. Ça veut dire qu'il faut une nécessaire massification de la rénovation énergétique ou une accélération. Mais attention, et c'est là notre volonté, accélérer et massifier, c'était l'objet de notre approche, ça ne veut pas dire faire des appels d'air à la contre-performance et à l'éco-délinquance, puisque c'est un terme qui a été utilisé. On l'a trop vu, profitant des aubaines, des aides, on voit des actions ponctuelles avec un marketing intense pour que des gens cèdent sous la pression commerciale pour faire des actions de travaux qui se révèlent relativement inefficaces à la sortie. Donc à partir de là, comment avons-nous essayé de construire la réflexion ? L'idée, ça a été de se dire, c'est important de peut-être réfléchir à la méthodologie du changement d'échelle, notamment travailler à l'échelle des quartiers. Peut-on envisager de rénover à l'échelle d'un quartier avec un challenge d'un quartier composé de multipropriétaires, pas juste de rénover un quartier qui appartiendrait à un bailleur social monopropriétaire d'un ensemble immobilier et qui peut décider du jour au lendemain de faire des travaux. Il s'agirait de savoir comment chaque personne prise individuellement peut passer à l'acte des travaux dans un îlot ou un quartier d'une collectivité. Pour ça, il était nécessaire de réfléchir à l'homogénéité du quartier et l'homogénéité des actions pour évaluer un potentiel de massification et de déterminer aussi comment on pouvait définir un périmètre de ce quartier dans une logique de mutualiser les actions. Alors, la mutualisation des actions peut avoir des effets d'échelle sur les travaux, les matériaux, et donc une réduction des coûts, peut aussi avoir des effets d'échelle sur des actions importantes, et on le voit aujourd'hui avec les différentes crises que l'on traverse, pour que le bâtiment ne soit pas juste un consommateur d'énergie, mais également un producteur de l'énergie, éventuellement qui peut consommer via l'autoconsommation. Donc, du coup, ça veut dire que si on veut travailler à l'échelle du quartier, et on reboucle avec l'intervention précédente de M. Lemoine, il faut que la collectivité locale puisse être engagée, parce qu'elle représente pour les administrés le tiers de confiance qui va pouvoir aider à porter cette action. À partir de là, nous avons décidé, en 2018, donc pour dire, c'est une réflexion qui s'étale dans le temps, de créer un séminaire de prospectif avec 25 participants représentant un peu la transversalité du bâtiment, et de se dire, si on veut rénover à l'échelle d'un quartier, donc d'un quartier homogène, quels sont les éléments que nous devons prendre en considération. Je vous ai mis le lien dans la présentation, je pense qu'elles seront peut-être diffusées, les présentations. Vous pouvez
télécharger après le... Elles seront probablement disponibles ensuite. L'idéal pour vous d'ores et déjà, c'est de noter le mail du pôle Fibre Énergie Vie et puis les emails des intervenants. Et ensuite, nous verrons par la suite comment diffuser. Très bien. Donc en tout cas, voilà, il y a de quoi charger ce document. Alors il mettait en avant le fait qu'il était nécessaire politiquement d'engager cette massification, qu'il fallait des garanties, donc des garanties techniques, des garanties financières, des garanties d'aide à la décision, parce que les particuliers manquent de ces références-là pour être sûrs d'eux, qu'il faut impliquer des schémas participatifs pour enclencher l'effet de masse, et évidemment, on en a aussi parlé précédemment, innover dans les modes de financement de ces travaux. Sinon, si on reste sur un schéma classique du financement, ça reste un obstacle majeur si on veut aller faire des travaux performants. Donc ça, c'est notre première étape de réflexion. Je passe rapidement sur cette diapositive qui mettait en évidence quelques éléments majeurs sur lesquels il fallait réfléchir, notamment arrêter de réfléchir à cette logique du silo qui conduit trop au monolo ou au monogeste. J'ai un problème avec ma chaudière, donc je change ma chaudière. Ça veut dire qu'il y a peut-être des réflexions en amont à mener. Il y a peut-être aussi une meilleure intégration de l'usager dans la prise de décision ou dans l'aide à la prise de décision. Et évidemment, dans ce travail-là de réflexion, il y avait la réflexion au niveau de la collectivité et au niveau du maire, qui reste l'acteur de confiance local, qui doit pouvoir être impliqué dans cette approche et dans l'idée de faire avancer la rénovation à l'échelle de son quartier. Donc, ça, c'est le premier élément de cette première action. Deuxième action qu'on a accomplie sur cette première base, on est allé questionner les collectivités à travers donc un questionnaire sur lequel on les a abordés pour savoir s'il était effectivement de leur fait envisageable de travailler à une échelle massifiée de la rénovation. Est-ce qu'ils se sentaient capables d'engager dans leur territoire cette réflexion? On a eu 77% des collectivités interrogées, qui représentent à peu près un panel de 7 millions d'habitants sur les répondants. Vous avez mis la liste de certains profils qui ont répondu. On a eu des métropoles, on a eu des départements, on a eu des régions, on a eu différents niveaux d'acteurs. On constate que oui, ils pourraient s'engager. 73% disent on pourrait même être prêt à le faire, mais avec quelques limites, en disant pour nous la taille critique, c'est il faudrait que l'îlot soit inférieur à 30 logements, parce qu'au-delà, ça peut nous paraître compliqué. Et ensuite, il y a eu des tailles un petit peu plus grandes, de 75 à 300 logements. On a 27% des répondants qui ont dit que ça serait une taille qu'on peut envisager d'intégrer ou d'analyser ou de réfléchir. Dans la suite de ce sondage, on a essayé aussi de dire c'est quoi les leviers pour passer à l'action. Donc, très clairement, dans 42% des cas, le financement. Il faut trouver le moyen innovant de financer ces travaux et d'accompagner les ménages ou de les aider. Il y a aussi, à 38%, l'accompagnement technique fait défaut. Il manque pour les collectivités une nouvelle fonction, une nouvelle fonctionnalité, alors même si les acteurs publics ont commencé à mettre les accompagnateurs innovation. Mais il manquait effectivement lors du sondage cette idée pour dire qui peut coordonner de manière neutre les opérations et s'assurer de la qualité des différents intervenants. Et puis plusieurs ont évoqué l'idée que ce serait bien d'avoir une expérimentation ou d'expérimenter et que l'expérimentation puisse finalement faire effet boule de neige en disant on a réussi dans tel îlot ou tel quartier et de façon à pouvoir le dupliquer par la suite. Il vous reste 3 minutes. Dans la réflexion qu'on a portée sur ce sujet, finalement, on a mis en place des groupes de travail pour analyser les différents axes. Par rapport à ces groupes de travail, on a produit un document à l'intention des collectivités qui est en fait le guide ou le parcours donc, de rénovation énergétique des quartiers homogènes qui jalonne pour une collectivité la méthodologie pour essayer de s'attaquer à cette échelle. Donc j'en ai un exemplaire ici, vous pouvez le consulter sans me le prendre, mais vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de souci.
On a eu une diffusion très large. Ici, un ensemble d'acteurs qui ont reçu en fait ce guide Jalon et qui ont réagi positivement à celui-ci, avec une volonté de retomber sur l'échelle 1. Une fois qu'on a fait toute la méthodologie, on a essayé de travailler au sein de l'Institut Transition énergétique sur la capacité à travailler l'échelle 1. Alors, c'est quelque chose qui s'est mis en place dans un projet qui s'appelle MARC, qui est porté par l'Institut Transition énergétique, dans une ville du Sud-Ouest, donc Oloron-Sainte-Marie, où effectivement la méthodologie qu'on a évoquée est mise en place pour essayer d'arriver à cette logique de massification. Donc vous avez quelques éléments ici, notamment sur les premières étapes de la méthodologie ou du diagnostic qui peut être mise en œuvre pour réussir cette intégration. Donc, en conclusion, sur cette opération, on est parti d'une idée, on a essayé de construire une méthodologie et on a diffusé la méthodologie auprès des acteurs et on essaie de les accompagner à l'échelle 1 pour dire on peut essayer de monter des projets expérimentaux localement pour voir comment on peut massifier, vous aider à massifier la rénovation énergétique. Dans la question qui m'a été posée, je conclurai là-dessus sur quels étaient les points positifs de cette réflexion, y a-t-il des recommandations, des points de vigilance? Les points positifs, c'est qu'on a réussi à tracer au cours de finalement ces 4 ans de réflexion l'idée qu'on pouvait partir d'une idée, de la structurer de manière transverse et d'arriver à une expérimentation à l'échelle 1, que cela contribue bien à l'objectif de massification performante de la rénovation donc, énergétique avec l'aide des collectivités. Ensuite, dans les points de vigilance, on a un élément qui n'est pas neutre, c'est que travailler avec la collectivité, c'est aussi travailler avec des élus. Et le temps électoral peut venir perturber un tout petit peu les prises de décision pour passer à l'action. Dans les phases amont, il y a besoin de mettre en place des approches de diagnostic qui sortent du traditionnel audit de performance énergétique pour une maison individuelle, des audits à 500 ou 1000 euros avec beaucoup de calculs, beaucoup de détails calculés. Mais finalement, si on veut massifier, il faut être capable de mettre en place du diagnostic performant et précis, tel qu'on a pu le développer dans une expérimentation qui s'appelait le passeport efficacité énergétique, qu'on a conduit d'ailleurs avec la région Grand Est. Peut-être certains d'entre vous étaient au courant de cette intervention, de cette expérimentation. Et enfin, évidemment, le point de vigilance et recommandation, c'est qu'il va falloir trouver des systèmes innovants de financement, d'aide, de tiers financeurs, parce que sans cet apport complémentaire, il sera compliqué de réussir cette logique de massification de la rénovation. Voilà ce que je pouvais dire sur cette expérimentation et cette réflexion qu'on a pu avoir autour de ce sujet de la massification à l'échelle du quartier. Jean-Luc Buchou, merci. Vous pouvez l'applaudir, oui, effectivement. Merci. Exposé clair dans la limite du temps imparti, je vous ai donné 2 minutes de plus. Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Je vous en remercie. Et donc, place aux questions. S'il vous plaît, qu'elles soient brèves, compréhensibles, courtes. Je reste à votre disposition après, si on n'a pas le temps dans les 5 minutes, de pouvoir prendre vos avis, vos remarques et répondre à certaines de vos interrogations. Bonjour, Talimar, je travaille à l'Eurométropole de Strasbourg et on est en train de mettre en place avec pas mal d'acteurs de notre territoire un pôle territorial de coopération économique pour structurer une filière de la rénovation énergétique du bâtiment. Comment est-ce que vous déterminez, est-ce que vous avez déjà testé des rénovations énergétiques à l'échelle de quartier? Est-ce que finalement, ce qui fait homogénéité, c'est le fait d'avoir des typologies de bâtiments qui se ressemblent, ou c'est le fait d'avoir, comment on définit ce périmètre? Et de la même façon qu'aujourd'hui, on a des zones d'aménagement concerté, on pourrait avoir des zones de rénovation concertée. J'ai entendu parler de ça en lisant des choses là-dessus. Et je ne sais pas de quelle manière on arrive à faire ça. Et puisque vous disiez que finalement, ça ne pouvait pas être que par le biais du volontariat, mais peut-être par des zones aussi qui pourraient être délimitées aussi en lien avec l'État. Peut-être de se dire qu'il y a des zones prioritaires qui pourraient être rénovées. Et à ce moment-là, on délimite des secteurs. Comment délimite-t-on des secteurs, en fait, à l'échelle d'une collectivité? Alors, c'est une bonne question, en fait, sur l'homogénéité. Au tout début, je vous ai dit, on a commencé à réfléchir en 2018 là-dessus, quand on a lancé le séminaire
avec ces 25 participants. Pour nous, au départ, on s'est dit l'homogénéité, elle est architecturale. C'est-à-dire les mêmes bâtiments, plus ou moins, c'est plus facile à intervenir dessus. Dans l'analyse, il est ressorti aussi que dans cette homogénéité, elle était sans doute effectivement architecturale, elle était également certainement sociale, pour réussir aussi à l'intégration des actions, pour arriver à pouvoir créer cette dynamique. Donc il y a une logique de calcul de l'homogénéité et d'outils sur lesquels on est en train de réfléchir pour mettre à la disposition des collectivités de façon à pouvoir identifier ces facteurs d'homogénéité. On en a plusieurs autres, on peut en parler après si vous voulez, mais globalement, ça allait dans ce sens et dans le sens de votre question. Autre question? Je vais essayer de faire vite. Bonjour, vous parlez de quartiers, de choisir des quartiers homogènes. Il y a des quartiers qui seront homogènes pavillonnaires et puis d'autres avec plusieurs copropriétés. Et en fait, depuis... il y a un acteur, moi, qui me manque, en fait, globalement, dans le colloque, c'est les acteurs, les syndics. Et là, il y a plusieurs personnes, enfin, plusieurs entités qui ont été présentées, et eux n'apparaissent pas, et eux sont un énorme frein à l'avancement, souvent. Je compte des actions 3 ans pour réussir, et même pas réussir à lancer des actions, parce que... Et je voulais savoir comment, si un jour ils seront réellement intégrés, impliqués, formés, enfin voilà. Alors là aussi, c'est une question sur l'homogénéité, ça rejoint la question sur l'homogénéité du quartier. Donc effectivement, on était au départ, on s'était dit, monsieur le maire tout à l'heure de Montfermeil a parlé de zones pavillonnaires, parce qu'effectivement, il y a 15 millions globalement de maisons individuelles à rénover. Mais ça veut dire que si on réagit ou réfléchit à l'échelle d'un quartier, d'une homogénéité de quartier, il est tout à fait possible, et ça a été ce qu'on a pu mettre en évidence dans le guide Jalon là, pour les collectivités, c'est qu'on puisse rencontrer différentes typologies de bâtiments, et notamment, finalement, des copropriétés. Et dans ce qu'on propose, en fait, de la rénovation à l'échelle d'un quartier avec des propriétaires différents, même si c'est des maisons individuelles, par exemple, on est bien face à cette logique, c'est-à-dire celui qui va vouloir rénover, celui qui ne va pas vouloir rénover, celui qui va vouloir rénover partiellement. Donc, on est dans une réflexion importante, quand je dis on, c'est-à-dire collectivement, il faut que l'on soit dans une réflexion importante de l'aide à la prise de décision et de la concertation pour la prise de décision. C'est là aussi qu'on pense que la collectivité peut jouer en amont un rôle assez clair et finalement mobiliser les propriétaires chacun à leur niveau, de façon à ce que les syndics soient moins exposés au fait que, on le comprend bien dans une copropriété, j'habite au rez-de-chaussée, on me dit tiens, au 5e étage, on va isoler les combles, il y en a pour tant de milliers d'euros de travaux, qui est pour, qui est contre? Ben moi je suis au rez-de-chaussée, je m'en fiche du dernier étage. C'est globalement la réaction de base. Donc, oui, absolument. Je pensais à eux, puisque du coup, ils vont pas forcément pousser, ils vont dire bon, ceux du rez-de-chaussée ils veulent pas, donc c'est pas grave. Et du coup, on n'avance pas dans cette logique. Donc c'est pour ça qu'on pense que la concertation et l'aide à la concertation, dans lequel les tiers de confiance, collectivités, peuvent jouer un rôle majeur, peut être aussi un moteur. Mais comme on l'a dit, on est dans de la méthodologie, de l'expérimentation, on n'a pas les réponses définitives à tous les sujets, mais en tout cas, ça en fait partie de la réflexion, en effet. Merci. Nous allons devoir poser la dernière question parce que d'autres attendent pour la session suivante. Ouais. Bonjour. Quand vous parlez de rénovation à l'échelle de quartier, est-ce que vous avez aussi des recherches en termes de chauffage urbain ou d'approche sur les aménagements extérieurs, en évitant les îlots de chaleur ou en développant les espaces verts? Parce qu'à mon sens, c'est ce qui serait déterminant pour motiver les propriétaires. Alors complètement, c'est-à-dire qu'au départ on est sur la rénovation énergétique des bâtiments du quartier, mais là en impliquant la collectivité, et on l'a défini tout à l'heure par exemple avec cette idée peut-être de zone à rénovation concertée, ça peut être l'idée pour la collectivité aussi de dire que dans ce quartier elle profite de l'opération, ou elle lance une opération d'aménagement où on va faire apparaître des espaces verts, etc., et qui peut être aussi un moteur de mobilisation des administrés qui habitent dans ce quartier pour les aider à enclencher la rénovation. Et ensuite, sur la logique de chauffage collectif urbain, par exemple, ou de production d'énergie électrique, c'est aussi un sujet qui est traité dans notre réflexion, puisque finalement, on se dit, dans chaque quartier, le bâtiment peut être un producteur d'énergie,
Et on appelait ça les KEP en acronyme, les quartiers énergie partagée. C'était de dire, finalement, chaque propriétaire de son bâtiment va produire de l'énergie, mais s'il a produit au moment où il n'est pas là, la logique de l'autoconsommation et de l'économie circulaire de l'énergie est pauvre, mais il peut céder cette énergie finalement à celui qui est présent ou à celui qui la consomme. C'est aussi cette logique-là de dire, dans un quartier, effectivement, l'homogénéité peut s'analyser grâce aussi à la complémentarité des différents bâtiments qui composent le quartier, ce qui était un tout petit peu plus éloigné du départ de notre réflexion. On se disait l'homogénéité, elle est seulement architecturale. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Donc je reste à votre disposition après si vous avez d'autres questions à poser, évidemment. Merci à tous. La session suivante va débuter. Je vous engage de nouveau à contacter par mail les personnes qui vous intéressent. Et sinon, contact à Pôle Fibre Énergie Vie et vous aurez réponse. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le Pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.